Bonjour Galatée, Bonjour Joanne, ça va? ça va et toi? Bien, en forme dans cette période estivale. Eh ben écoute, j'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui Galatée Fèvre qui travaille dans la nouvelle économie du vin comme elle l'a désigné. Et donc Galatée, tu vas un peu m'expliquer ou nous expliquer ce que tu fais exactement. D'accord. Alors, la nouvelle économie du vin, tout simplement, c'est d'obtenir des clients en illimité, que ce soit en France ou à l'export, pour des professionnels du vin, et en fait d'automatiser sa prospection grâce aux outils numériques. Et cette nouvelle économie du vin est née il y a 4 ans, quand j'ai envisagé de déménager à l'étranger, non de me délocaliser par rapport au vignoble, et j'ai dû commencer par digitaliser mon activité dans le vin. Et quand j'ai vu tout le potentiel, évidemment, je n'ai eu qu'une hâte, c'est de contribuer et de partager en aidant des vignerons de talent, en aidant des professionnels du vin intelligent à se digitaliser aussi pour automatiser leur prospection. Et Alors tu parles après, de on a dit, digitalisation, ça implique quoi exactement? alors vraiment, la première chose à faire, si tu veux, moi je crois en l'algorithme divin d'Internet. Donc, au-delà de la machine, la première chose à faire, c'est l'authenticité, c'est libérer la parole, libérer l'émotion. Et c'est quelque chose qui est extrêmement, justement, pas libre dans le monde du vin. Enfin, ça se libère petit à petit avec tout ce qui se passe. Mais il y a encore quelques années, tu vois, il y avait un certain entre-soi dans le monde du vin, une certaine pudeur, où en fait, en dehors de parler euh, de la technicité du vin. Est-ce que tu es en bio? Est-ce que tu es en biodynamie? Est-ce que tu es en haute valeur environnementale? Est-ce que tu es en reconversion conventionnelle? On te parlait peu des émotions par rapport aux produits ou du besoin par rapport aux produits vin, aux produits champagne, aux produits cognac. Et avant de digitaliser, il faut franchir ce premier tabou. Donc c'est ce que j'appelle réveiller l'âme du vin. Et à partir de là, ben, c'est une autoroute sur Internet avec les outils modernes de pouvoir diffuser, j'appelle ça français export, puisque c'est la terminologie pour les professionnels du vin, mais en fait mondialement, grâce à des outils numériques et en automatique. Et quand tu as beaucoup de professionnels du vin qui sont embêtés parce qu'il n'y a plus de salon, mais youpi, c'est génial qu'il n'y ait plus de salon, ça coûte beaucoup moins cher. Et du coup, quand ils sont sur un salon, ils ne peuvent pas être dans leur vigne ou avec leurs enfants. Là, ils peuvent être dans leur vigne avec leurs enfants et pendant ce temps, récolter des prospects, récolter des commandes et des nouveaux clients. Et Voilà, j'espère que quand je te réponds, ça reste intelligible parce que c'est vrai que c'est on pour les connaît la professionnels puissance du des vin. outils digitaux d'Internet. Je veux dire, quelque part, c'est normal aussi que dans une économie comme celle du vin, on y vienne de plus en plus à la digitalisation, comme tu dis. Toi, tu travailles beaucoup avec la vidéo aussi, hein, il me semble. Voilà, et là aussi, il y a un tabou à, à débunker, tu vois, je vais utiliser ce mot-là, à déconstruire, parce que ben, naturellement, tu vois, un vigneron va filmer son tracteur, va filmer sa débroussailleuse, va filmer sa mise en bouteille. Là, en ce moment, c'est un peu plus fun, ils vont mettre des photos de véraison. La véraison, c'est quand ton raisin change de couleur, ce qui annonce la préparation des vendanges. Enfin, 2 semaines plus tard. Hein. Mais l'aspect très comme je disais, si tu veux, d'exprimer une émotion ou une histoire authentique par rapport à son vin, comme un artiste peut le faire par rapport à son œuvre ou un poète par rapport à quelque chose qu'il va contempler. Là, c'est très, très nouveau. Et la difficulté, plus que la digitalisation, c'est le coaching finalement et l'accompagnement pour guider sans brusquer cette transformation. Oui, donc on ne parle pas simplement de maîtriser des outils. Ici, on parle d'aller chercher l'essence même du métier, de l'amour du métier chez le vigneron. On est dans un métier de cœur, donc c'est ça que tu vas chercher. Tu vas chercher l'essence même du métier chez le vigneron qui le transmet alors à travers les outils digitaux. Voilà, exactement. Et c'est là où est la révolution, si tu veux, parce que moi, je le sentais bien, hein, si tu veux, dans le monde du vin, traditionnellement, il y a beaucoup d'intermédiaires. Hein. Avant, petit à petit, mais ça fait longtemps, hein, c'est dans le monde du vin, c'est très long. Moi, quand j'étais petite, tu vois, tu mettais pas en bouteille à la propriété. C'était un courtier et puis un négociant qui mettait en bouteille à ta place. Hein. Il n'y avait même pas de marketing. Quand j'ai démarré, il y a 15 ans, j'étais la première à mettre le mot marketing et le mot vin ensemble. Et
c'était choquant, tu vois. Tu avais beaucoup de vignerons qui te disaient, mais moi, je ne fais pas de marketing. Je disais, mais attends, tu fais une confiture à la fraise maison, tu mets une petite étiquette fait à la maison, tu fais du marketing. Et il y a eu tout un travail que j'ai fait pendant 15 ans, tu vois, ne serait-ce que d'éducation, comme ça, à créer de la valeur en reprenant en main son pouvoir de commercialisation. Mais ça a été très, très long. Et en fait, tu as beaucoup de professionnels qui, par cette succession d'intermédiaires, étaient privés de leur pouvoir de créer de la valeur. Donc, avant d'accéder au numérique, tu le sais, c'est le mindset qui joue toujours pour bien utiliser un outil numérique. Ben, la première des révolutions, c'est de libérer ce mindset, de reprendre son pouvoir en tant que producteur, en tant que vigneron, en tant que professionnel producteur, de soi-même, sans journaliste, sans Robert Parker qui te met en 95 ou je ne sais quoi, sans tel sommelier qui parle de ton vin à ta place, ben de reprendre son pouvoir, de reprendre la parole. Et après, la vidéo, c'est un support. Mais tu vois, 20% du travail, c'est du coaching, mais ça fait 80% du résultat. Évidemment, comme je dis toujours, Internet, ce n'est qu'un outil. Hein. Finalement, tu pourrais, à partir du moment où tu as bien défini ce cadre, comme tu dis, ces valeurs et ce mindset, que tu le fasses en écrivant un courrier et en le mettant dans toutes les boîtes aux lettres, c'est jamais qu'un outil aussi. Et donc, c'est là que c'est important de bien préciser que Internet, oui, ça fonctionne, mais quand on est d'accord dans sa tête par rapport à ce qu'on veut faire passer comme message. Voilà. Et c'est là où je te disais, il y a un algorithme divin dans Internet. Quand l'intention est pure, quand l'émotion est pure, quand le message est sincère, à ce moment-là, oui, ces outils Internet, c'est une véritable démultiplication. Et donc, j'ai la chance d'être formée, de m'être formée par rapport à ce déménagement à l'étranger, à ces outils numériques, un peu par la force des choses. Je n'avais pas le choix, là j'ai brûlé les bateaux. Mais si tu veux, c'est aussi tout mon bagage de connaissances du marché du vin, parce qu'au départ j'étais commercial, directeur export, directeur marketing. Et donc je connais suffisamment bien, et j'ai suffisamment, j'appelle ça, été bisutée en tant que femme dans ce milieu du vin, à tout niveau, pour percevoir quand il y a bullshit, pour percevoir quand il y a authenticité, pour percevoir quand il y a potentiel, pour percevoir quand il y a blocage, où est le blocage, comment débloquer, etc. Parce que, tu vois, c'est pas tout de maîtriser tel logiciel ou tel logiciel. Le monde du vin, tu peux pas t'improviser, quoi. Tu peux pas débarquer, faire quelques dégustations, une formation en 1 ou 2 ans et le vigneron va s'ouvrir à toi uniquement si il sent que tu connais le métier et que par exemple, tu as vinifié, tu as vendu, tu as mis en bouteille, tu as livré un restaurant à bout de bras. Si tu veux, pour établir la confiance, pour établir l'autorité, pour établir la certitude, il faut être passé par les difficultés par lesquels beaucoup de professionnels et de vignerons sont passés aussi. Aujourd'hui, ton public, il est plus constitué de la nouvelle génération des vignerons qui sont plus à même de comprendre que c'est utile, ces outils de marketing digital, ou tu arrives quand même à aller convaincre des vignerons déjà plus établis, qui sont là depuis un certain temps et qui ont une assise dans le marketing traditionnel, j'ai envie de dire. Ouais, alors là, je vais te répondre les deux. Parce qu'en fait, si tu veux, les nouvelles générations, moi je suis entre deux justement, je suis entre ces deux générations. Donc les nouvelles connaissent le digital, mais n'ont pas forcément la méthodologie, n'ont pas forcément l'expérience export, l'expérience de vente, l'expérience de stratégie, de signature dans le domaine du vin ou de créativité. Donc ils vont vouloir faire tout seul et répéter les erreurs qu'on a tous fait quand on était jeune, moi la première. Et les anciennes générations vont être très, très bloquées dans leur avancement parce qu'ils sont très peu sur Internet. Donc, dans mes clubs, où j'avance avec des professionnels, avec des vignerons sous la forme de clubs, selon différents objectifs de vente, les 3/4 du temps, j'ai parents et enfants. Et là, c'est génial. Parce que moi-même, j'avais vécu ça. Tu vois, j'aurais aimé avoir ce club-là quand j'ai démarré avec mon père. Parce que, en fait, il y a une espèce de conflit des générations. Et c'est pas qu'il faut un arbitre, mais si tu veux, les deux ont raison, chacun en regardant par un bout de la lorgnette. Donc j'aurais parti
les missions. Ça dépend, hein, c'est jamais réparti de la même façon, mais ça peut être surprenant. Ça peut être le père qui fait les vidéos, la fille qui fait le montage et la diffusion. Ça peut être la fille qui fait la vidéo et la mère qui écrit les textes. Hein. Et c'est magnifique à voir. Et dans mes clubs, ce qui est encore plus génial, tu vois, c'est dans un monde actuel où qui est assez anxiogène, où tu vois, il y a quand même peu de perspectives d'avenir, où tout le monde est un peu comme ça, tu vois, à tapis dans sa tanière, à attendre que ça passe, qui est la pire des stratégies, surtout en période de crise. Ben, nous, on a eu dans le club, on a eu 5 bébés. C'est pas rien, tu vois. 5 de gens qui ne se connaissaient pas, tu fais club de rencontres, en fait. Non, des gens qui sont déjà en couple, qui sont mariés, mais pour te dire à quel point ça redonne un élan vers le futur, à quel point, tu vois, il y avait des domaines, ils devaient être vendus, puis finalement, la fille revient de Londres, se crée un vrai pont de carrière, parce que pour le coup, il y a du cash, enfin, il y a de la marge, enfin, il y a des ventes, enfin, il y a des perspectives. Oui, donc c'est un changement radical, quoi. Voilà, un fils qui était en Irlande, paf, il revient avec sa chérie sur le domaine, et puis évidemment, ils vont se marier, avoir des bébés, ça fera le 6e certainement, etc. Tu vois, donc c'est pour ça que j'appelle ça la nouvelle économie du vin, parce que c'est vraiment laisser le passé derrière soi, et sur la base de tout ce qui ne marchait pas par le passé, de tous ces intermédiaires qui finalement, je vais le dire radicalement, hein, volaient des marges, hein, volaient de la création de valeur au producteur, tu vois, soi-disant le producteur, tracteur, il était trop couillon pour faire lui-même son marketing ou trop couillon pour faire lui-même sa promotion. Non. Maintenant, à l'ère du numérique, le numérique a beaucoup changé, il est très intuitif. Avec un bon accompagnement de quelqu'un bienveillant qui connaît le métier, c'est possible. Et tant mieux. Et moi-même, si tu veux, dans mon parcours, j'ai beaucoup souffert de beaucoup de contraintes. C'est pas grave, hein, dans la mesure où à un moment donné, on s'en libère. Hein. Tu vois, à un moment donné, ça bascule. On finit par trouver des solutions. Pour moi, voilà, est en train de basculer. Je suis ravie d'être le petit domino. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça la nouvelle économie du vin, parce que c'est vraiment, tu vois, à un moment donné, hop, ça bascule et après, ça va dérouler. Et très concrètement, quels sont les résultats obtenus par tes clients suite à cette mise en avant sur les outils digitaux ? C'est des ventes en automatique. Si tu veux, un vigneron ou un professionnel du vin à l'heure actuelle a beaucoup de contraintes en matière de temps et de faible trésorerie, parce qu'il a des petites marges. Et puis en plus, il y a eu beaucoup d'aléas climatiques. Donc déjà, moi, en vendant sans intermédiaire ou en choisissant, quand on travaille avec des revendeurs, on apporte un service supplémentaire, donc on ne vend pas parce qu'on baisse le prix. On peut maintenir des prix hauts, je libère des marges. Donc, en libérant des marges, je libère du pouvoir aussi de mieux rémunérer ses équipes, de mieux déléguer. Et surtout, les anciens systèmes de commercialisation prenaient beaucoup de temps. Tu as des vignerons, quand il n'y a plus de salon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chargé les camionnettes, ils sont allés de Bordeaux à Lille ou des Côtes-du-Rhône à Lyon ou ailleurs, pour au cul du camion, aux amis qu'ils avaient un peu âgés, faire un peu de trésorerie comme ça, tu vois, mais en prenant 3 jours pour livrer eux-mêmes, sans s'occuper des vignes à ce moment-là, etc., tu vois. Et avant, quand tu faisais un salon, ça prenait 3-4 jours de préparation, 3-4 jours sur le salon où tu dors mal, parce que tu n'es pas forcément bien logé, c'est épuisant. Moi, j'appelle ça un stand buvette, hein, tu vois, tu sers un peu du vin à tout le monde, mais c'est pas forcément très qualitatif comme prospection, tu vois, et ouais. Tu t'épuises, hein, et tu reviens, le travail à la vigne, il n'est pas fait, le travail en compta, il n'est pas fait, le suivi de salon, si tu as 1 ou 2 professionnels intéressés, il est à faire. Hein. Donc, la principale valeur que j'apporte, hein, c'est de recréer des marges et de recréer du temps. Et après, en résultat concret, en 3 mois, on arrive assez facilement à générer 10 000 € de vente, de chiffre d'affaires, par exemple, en vente en ligne automatique. Mais ça, c'est que le début, parce que tu sais ce que c'est en numérique. Quand tu arrives à faire les premiers 10 000 €, 1 an après, quand tu te débrouilles bien, tu peux être à 30, 40, 50. Et dès qu'on passe à l'export, au lieu de faire les 10 000 € sur 1 mois, on les fait en un week-end. Ah oui. On arrive. Et pareil, après, on peut faire 50 ou 60 000. Tu vois, après, il n'y a pas de limite sur Internet. La limite est celle que tu gères. Donc là, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est de la vente par abonnement.
du coup, pour avoir encore plus d'automatisation et de linéarité. Et après, avant, c'est que la Romanée Conti, tu sais, le mythe, hein, la Romanée Conti qui vend par allocation. Et moi, je leur ai dit, tout le monde peut être la Romanée Conti dans la nouvelle économie du vin. Au bout de l'abonnement, tu as quoi? Tu as la vente par allocation. Tu dis, voilà, je suis un petit vigneron, je maîtrise mes vidéos, je mets 10 000 bouteilles sur Londres, 10 000 bouteilles sur Paris, 10 000 bouteilles sur Berlin. J'ouvre les ventes le 31 novembre, 31 décembre, c'est fini. D'accord. Je pars à la plage avec ma famille et je reviens pour m'occuper de la taille, des traitements, des vendanges, des vinifications. L'année d'après, je repars. Et là, ça change complètement la vie, tu comprends? Du sacerdoce de vigneron. Je ne sais pas si tu vois le logo du vigneron indépendant. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu. Moi, j'avais essayé de travailler avec eux pour leur faire redresser la tête au vigneron. Mais il a un tonneau, tu sais, comme ça. Et c'est vraiment l'esclavage moderne, tu vois. C'est né pour souffrir, journée de merde. Hein, et tous les intermédiaires qui te prennent tes marges. Hein. Donc, au bout d'un moment, voilà, tu poses la barrique, hein, tu relèves la tête, hein, tu t'exprimes hein, et tu délègues hein, à de l'automatisation la diffusion de ton message authentique et sincère, ce que j'appelle l'âme de ton vin. Et est-ce que finalement, ce qui s'est passé ces 2 dernières années avec le Covid, ça a aidé à accélérer cette transition? Oui et non. Oui, pour les plus avant-gardistes et ceux, parce que comme je suis très en avance sur mon temps, si tu veux, j'ai tendance à être captée par des vignerons, il y en a des professionnels avant-gardistes. Hein. Mais après, comme ça a eu beaucoup une incidence de stress et d'anxiété sur la majorité des professionnels, ben, quand tu as un excès de stress ou d'anxiété, au lieu de t'ouvrir à de nouvelles possibilités, ça te referme hein, dans tes vieux schémas. Donc là, tu vois, par exemple, il y a je ne veux pas dire son nom, hein, il faut que je l'interviewe aussi. Mais tu as un vigneron que j'adore, qui est très doué. Donc, il regarde mes vidéos depuis 2 ans et dans chacune de mes vidéos, je dis il faut faire des vidéos. Tu vois, il ne fait pas. Alors, si, il fait avec quand des gens viennent le voir, mais tu vois, pas comme il faudrait, tu vois. Et donc, il a été malheureusement gelé. Et à la fin du gel, donc il a suivi tout son épisode de gel, là il a communiqué si tu veux, et à la fin il était tôt, il a fini en larmes, achetez-moi mon vin. Ouais. Tu vends pas des larmes, tu vends du plaisir. Ouais. Voilà. Donc c'est pas grave, hein. Moi aussi des fois j'ai fini en larmes et à bout de nerfs, c'est pas grave dans la mesure où une fois que tu as touché le fond de la piscine, ce que beaucoup sont en train de faire, hein, parce que là, après le gel, il y a eu le mildiou. Après le mildiou, il y a eu le black rot. Après le black rot, là, il y a l'efflorescence dorée. Et il y en a, ils vont rien vendanger. Et moi, je dis, le problème du mindset au départ. Donc maintenant, il y en a qui ont des stocks. Les stocks, il va y avoir une inflation dans le domaine du vin français premium. Mais il ne faut surtout pas lâcher ces stocks au premier venu. Et c'est le moment ou jamais de les valoriser en direct avec ces systèmes numériques et d'automatisation et de valorisation par du service. Mais la majorité est encore trop dans la douleur pour avoir un recul sur cette douleur. Mais ça commence, parce que beaucoup ont touché le fond du fond. Mais voilà. Et moi, j'espère pouvoir en aider le maximum, tu vois. À travers l'exemple des vignerons et de ce que tu proposes avec la nouvelle économie, mais on se retrouve un peu aussi dans tous ces indépendants que moi j'accompagne, tu vois, qui sont souvent dans cet état d'esprit-là. Internet, ça ne marche pas pour moi parce que j'ai essayé des trucs. Et puis en fait, tu te rends compte qu'il y a une question de mindset, comme tu dis, d'abord à travailler, et puis après, tu travailles les outils. Et ici, on est dans un secteur bien spécifique que toi, tu connais particulièrement bien, c'est le vin. Mais on peut ramener ça au fait que derrière chaque entreprise, chaque entrepreneur qui se donne à fond pour son business, il y a un être humain. Et que c'est cet être humain qu'il faut aller rechercher pour pouvoir le mettre en avant pour ses clients. Ouais. Et dans l'ancienne économie du vin, ou dans l'ancienne économie tout court, tu avais le temps de te raconter de la merde. Pardonne-moi l'expression, mais tu avais le temps. Tu vois, tu travailles en équipe. C'était la faute de l'agence marketing, c'était la faute du journaliste, hein. C'était la faute, moi dans le vin, de la météo. C'était la faute du revendeur. C'était la faute du gouvernement. Voilà. Et la nouvelle économie du vin, tu te confrontes à une machine. Donc, la machine, elle est binaire. Hein. Ce n'est pas la faute à la machine. Et tu es confronté perpétuellement à tes propres blocages.
Et donc, comme tu sens, on sent tous quand on découvre ces outils que le potentiel est illimité, moi j'appelle ça de la prospection illimitée, ce qui est le rêve de tout professionnel du vin, ben, il va falloir un après l'autre péter tes blocages. Tout seul, c'est violent. Ouais. Ça peut être long et interminable. Et tu le sais comme moi, en étant accompagné, ben, tu t'enlèves quand même beaucoup de douleur et tu avances plus vite et de façon plus fluide. Et à ce moment-là, ben, d'un blocage l'autre, tu trouves presque du plaisir. C'est comme un sportif, tu vois. Tu vas presque trouver du plaisir. Ah, tiens, chouette, un obstacle, parce que tu sais qu'après, tu as un palier de progression, de création de valeur, de contribution, etc. Et pour moi, l'ancienne économie du vin, mais l'ancienne économie en général, c'était un cercle vicieux. Et la nouvelle, ce que j'adore finalement, c'est un cercle vertueux, et aussi dans le monde du vin. Ben, oui, je te rejoins à 100%. Je pense qu'il y a plein de choses à faire au niveau digital aussi. Dans ton cas, toi, tu viens en fait récemment de coupler ton activité avec une autre activité que tu avais, qui était plutôt la futurologie, c'est ça? Voilà, en fait, on est tous futurologues dans la famille, mais avant, tu ne le nommais pas. Et c'est à l'occasion d'un coaching avec une star d'Internet que j'ai pu mettre un mot sur cette pratique que j'ai depuis toujours, qui est d'anticiper le futur en avance dans ses grandes lignes. Et en fait, je me suis rendu compte que, tu vois, par exemple, mon grand-père, qui est issu d'une lignée bourguignonne, qui est parti en Algérie, qui a passé 100 ans en Algérie, mon grand-père avait carrément, alors c'était pas le seul, à la maison Carré, ils étaient plusieurs, mais ils avaient inventé l'œnologie. Ça n'existait pas en France. Comme les caves en Algérie étaient forcément hors sol, ben pour les vinifications, ils devaient contrôler les températures. Donc, ils avaient des tuyaux de cuivre et des toiles de jute. Le haut de la cave était aéré. Ils avaient pris ça, ça s'appelle un frigo arabe. Et donc, en faisant rigoler de l'eau sur ces tuyaux de cuivre avec la toile de jute, ça faisait un frigo et ça refroidissait les fermentations pour éviter qu'elles partent trop fort et que ça crame tous les arômes. Ils avaient défriché la mitidja, ils avaient fait une coopérative. Il y en avait 1 sur 10 qui mourait de la... 1 sur 10 qui survivait, donc 9 sur 10 qui mouraient de la malaria. Tu vois, c'était pas le Covid, c'était la malaria. 1 sur 10 qui survivait. Donc, au bout de plusieurs générations, ils en avaient, c'était des drames familiaux terribles. Ils se sont mis à plusieurs familles. Ils ont creusé un tunnel sous le Sahel. Ils ont asséché la mitidja. Et ils se sont retrouvés avec des terres super fertiles au moment où il y avait le phylloxéra en France. Donc, tu vois, du côté de mon père, la famille s'est retrouvée avec des propriétés de 6000 hectares. C'était la Californie. Ouais. Mon grand-père avait fait, il y avait école sur la propriété, il avait fait des logements sociaux, tout le monde avait sa petite maison avec électricité eau courante, la mosquée, l'hôpital, tout, il y avait 10 000 personnes qui travaillaient sur le domaine. Et du coup, il appelait ça « mes chers esclavages », tu vois, il y mettait de la poésie. Et il était à l'initiative des maisons de la culture. Il avait remis en place pour rendre à ses ouvriers ce qu'ils donnaient à la vigne, un aspect comme ça de partage culturel. Et dès 52, tu vois, mon père avait senti, on sent les choses à l'avance dans ma famille, que ça allait cramer, enfin c'était fini, tu vois, l'Algérie. Donc dès 52, il s'est fait payer une récolte en France et il avait racheté 600 hectares en Languedoc. À l'époque, en Languedoc, il n'y avait personne, on ne mettait pas de vin en bouteille ni rien, tu vois. Et donc là, il a appliqué ce qu'il appliquait en Algérie. Donc, il a mis 0 produit chimique de synthèse. C'était dans les années 52-50 où tu avais les premiers commerciaux de Ron Poulain qui passaient. C'est la révolution des pesticides. Lui, il disait non, j'en ai pas besoin. J'ai 125 hectares de vignes, 600 hectares de protection autour de moi. Je suis en Languedoc, sud de France. J'ai pas besoin de tous ces produits. Et en 89, on lui a dit vous êtes bio. Un Allemand lui a dit ça. Okay. Ouais, et on était 3 à être en bio en France, hein, tu vois. Après, moi, j'étais la première à créer la catégorie des vins sud de France au Québec. J'étais la première, sur un dîner avec Pierre Gagnère, avec Asahi, à créer le marché des vins bio au Japon. Et j'ai toujours fait ça naturellement. Et à force, au bout d'un moment, quand tu as des intuitions sur le futur, ou même pour mon propre futur, tu vois, là où j'habite, j'étais venue en vacances il y a 7 ans, j'avais dit, je vais habiter là. Au bout d'un moment, à partir d'une certaine maturité, tu te dis, je ne peux pas avoir ces perceptions sûres sur le futur dans les grandes lignes sans les partager. Dans le domaine du vin, j'ai des
centaines d'exemples et j'ai des vidéos. Tu vois, où je dis n'allez pas à Provine, ça va être annulé. Covid, Provine annulé. J'en ai, mais plein, tu vois, de traces où j'avais dit, donc il y avait le salon des vins bio, ça s'appelait le salon de l'AIVBLR, Association interprofessionnelle des vignerons bio du Languedoc-Roussillon. Voilà. Mon père me dit, écoute, j'en peux plus là, va à la Réunion, Galatée. Je t'ai pas payé des études marketing comme pour rien, va à la Réunion. Je leur dis, bon, allez, on était à plusieurs, on n'était pas nombreux, hein, je n'étais pas toute seule à avoir l'idée, mais on dit, voilà, ça va s'appeler millésime bio. Je dis, millésime bio, bingo, dans quelques années, on est 3500. On était 3. Hein. Ils me regardent avec des yeux comme ça. Le dernier millésime bio, ils étaient 3500. Et pas 3800 ou 4009, tu vois. Mais un truc que tu m'avais dit que je trouvais dingue aussi, c'est... Tu as proposé le vin en Tetra Pak? Ouais, en mini-box. J'en ai pas là, j'aurais dû te montrer. Ça, je sais que c'est le futur, mais là, je sais que je suis encore un petit peu en avance. Hein. Mais j'ai des... Et alors, Donc, au début, je le faisais dans le vin naturellement. Et si tu veux, le fait de dire je suis futurologue, c'est un truc familial où on perçoit le futur en avance. Me demandez pas pourquoi, c'est un truc, c'est le vin, il y a la lignée, il y a le sang, chaque famille du vin a sa particularité. Et t'en as, ils sont bons sur le chardonnay. Bon, ben nous, on est bons sur le vin, bien sûr, mais on est bons sur anticiper le futur. Mais de le partager, du coup, je suis devenue beaucoup plus digeste pour le monde du vin, pour qui jusque-là, j'étais un peu punk, tu vois. J'étais un peu... Galatée, l'hurluberlu de service. Et de pouvoir le nommer, les gens se sont dit, ah ben oui, parce que tu vois, moi avant on disait, on m'a tout fait, hein, on disait Gérard Bertrand, tu vois, que j'ai beaucoup aidé sur beaucoup de stratégies, au lieu de dire Galatée est une bonne stratège, il disait Galatée, elle est intuitive. Oui, mais un mec, tu dirais qu'il est expert, une fille, elle est intuitive. La bonne intuition, ça fait 20 ans que je l'ai, tu vois. Sans parler d'autres qui disaient oh Galatée, avec les factures qu'elle t'envoie, elle te fait autre chose que du marketing. Tu vois, ils m'ont vraiment bisuté. Ouais, mais du coup, je suis ravie parce que je les connais tous, ils me connaissent tous. Et s'il y a quelqu'un qui peut les aider aujourd'hui au niveau mindset à arrêter de souffrir et enfin accepter la bascule dans la nouvelle économie du vin, c'est bien moi, tu vois. C'est win-win. Tu peux pas. Je suis passée par toutes les difficultés dans lesquelles ils sont, où j'ai été, ils ont été, et tu n'as pas des difficultés sans un cadeau à un moment donné. Et le cadeau, il est juste là. Il n'y a aucune raison aujourd'hui qu'un vigneron français ne soit pas dans l'abondance. Un vigneron français, c'est un artisan du luxe français. L'appellation, on s'en fout. Bio, biodynamie, nature, HV, on s'en fout. À un moment donné, il faut être intelligent, se remettre en question, se former aux bons outils, et go, go, go. Et oser se mettre soi en avant, puisqu'on est l'image de son business aussi à un moment donné. Voilà. Mais là, tu as beau le dire, j'ai essayé des années, tu as beau le dire, c'est pas parce que tu le dis que ça va se mettre en place. Tu le sais bien, il n'y a qu'un coaching où tu as l'impression de travailler sur complètement autre chose et dans l'invisible de ton inconscient, de ton histoire, d'un nettoyage du passé, d'une guérison, hop, il y a des trucs qui se déclenchent. Et c'est pour ça que je démarre toutes les collaborations avec ce que j'appelle réveiller l'âme du vin. Tu vois, où je réaligne tout. Voilà. Et à partir de là, on peut y aller, ça libère. Mais j'ai essayé, tu dis juste, vas-y, prends la parole, parle-moi de ton vin. Là, tu as tous les blocages, tu as tous les freins, tu as l'envie de vomir. À la limite, c'est pour faire un avant-après que tu fais ça, parce que sinon, c'est compliqué. Ouais, j'aimerais bien. Je pense que je vais avoir de plus en plus au plus moi-même, tu sais, parce que par exemple, dire tout ça, tu vois, j'ai employé des mots un peu grossiers, on se parle en amis, mais au plus moi-même je libère ma parole, et au plus je laisse à l'autre, au vigneron, au professionnel du vin, sa responsabilité de son échec, s'il veut rester dans l'ancienne économie du vin, ou de sa réussite, s'il veut avancer avec nous dans la nouvelle, au plus je suis entendue. Alors que par le passé, tu veux, comme je suis d'une famille du vin depuis 200 ans,
il y a une espèce comme ça de loyauté, de filiation. J'avais un petit peu ce défaut de vouloir sauver, tu vois, de vouloir aider à tout prix. Ça m'a suffisamment fait souffrir, j'ai arrêté. Tu veux pas comprendre, chacun sa responsabilité, tu vois. Moi, je suis 100% responsable de mes 50%. Après, les tiens. J'ai déjà entendu ça quelque part. Ouais, voilà. Mais c'est un bon rappel. Ben, génial. Écoute, je pense qu'on a bien fait le tour ici de l'explication de cette nouvelle économie du vin. Finalement, quelque part, on se rend bien compte qu'il y a ce travail d'abord sur soi-même avant de commencer à pouvoir vendre ses produits. On est des entrepreneurs, on est des êtres humains, ça on ne doit jamais l'oublier. On ne doit pas se cacher derrière son logo. Moi, je dis toujours, on est une personne qui incarnons notre produit ou notre service. Et dans le vin, c'est encore plus un métier de passion. Donc, c'est clair que si tu sais Voilà. réveiller ça chez les gens et puis après leur automatiser leur business, ça leur permettra de vivre, comme diraient certaines personnes, une vie riche et épanouie. Alors, du coup, ben, Exactement. je te laisse le mot de la fin pour clôturer. Exactement. Et le mot de la fin, tu vois, c'est que là où je suis complètement impliquée, c'est dans la défense du vin. C'est-à-dire, à moi toute seule, je suis le syndicat du vin, où on dit in vino veritas, tu vois, dans le vin et la vérité. Et le vin, donc bien sûr, il faut être authentique pour chaque produit, chaque service, hein, mais 10 000 fois plus dans le vin. S'il nous reste une poésie mondialement partagée aujourd'hui qui connecte le ciel, la terre et l'être humain et la vigne et le végétal et tous les règnes, c'est vraiment le vin. Donc, on n'a plus que jamais besoin de vérité dans le partage aujourd'hui. Donc, chaque professionnel du vin est aussi investi de cette mission, en libérant sa parole, de libérer les messages du vin. C'est mon mot de la fin. Ah bah, c'est très joli. Je te remercie beaucoup en tout cas de m'avoir consacré ces quelques minutes pour faire le tour de la nouvelle économie du vin. Et bah, je te souhaite une très bonne journée. Merci à toi, Joanne. Merci de faire passer les bons messages. À bientôt. À bientôt. Bye.